Je passe, mais je te Voilà, donc bonsoir à tous, merci d'être venus à cette petite conférence donc, sur le sujet de l'émigration des Lorrains-Rouennais. À titre d'information, la prochaine conférence aura lieu à Haraucourt, hein, c'est ça Bruno? Le 27 mars prochain. Et elle sera animée donc, par un archéologue qui s'appelle Laurent Forel et qui travaille depuis une quinzaine d'années à Marseille et qui nous expliquera la manière dont les archéologues travaillent, font leurs recherches, etc. etc. Voilà. Conférence très intéressante qu'on a décidé donc de proposer à Haraucourt-sur-Seine, qui fait partie également de l'Office de tourisme de Vic-sur-Seine. Voilà. Écoutez, très heureux de vous retrouver ici. Hein. Donc on va parler d'un sujet qui touche l'histoire de la Lorraine, qui est relativement peu connue, et qui touche donc une période du XVIIIe siècle, qui a concerné quand même plus de 50 000 personnes, avec un destin, j'aurais dû ajouter le destin d'une communauté, j'aurais dû ajouter le destin tragique d'une communauté. Alors, vous savez que la Lorraine est un melting pot, hein, tout le monde connaît le terme anglais, melting pot, c'est le creuset, hein, le creuset comme un bol. Et on se rend compte que quand on étudie un petit peu la généalogie ou les noms de famille en Lorraine, la Lorraine qui était au centre de nombreux conflits, est à la fois une terre d'immigration et une terre d'émigration. Alors, les grandes périodes, on les connaît, hein. Donc après la guerre de 30 ans qui a décimé la population lorraine, puisque c'est pratiquement 80% de la population qui a disparu, ouais, on le verra tout à l'heure. Et puis une grande période d'immigration également, c'est la période de la sidérurgie, hein, le charbonnage. Je sais qu'il y a quelques personnes ici présentes qui viennent du milieu charbonnier, où une immigration massive d'Espagne, d'Italie, enfin essentiellement européenne, mais également des gens du Maghreb hein, qui sont arrivés, y compris pour la reconstruction donc, après la guerre. C'est également une terre d'émigration, avec donc une première vague dont on va parler aujourd'hui, hein, en particulier au Banat, essentiellement pour des causes économiques, et puis une deuxième grande période d'émigration qui est relativement peu connue, celle-là, c'est la période de 1870, après le traité de Francfort. Beaucoup de Lorrains n'ont pas voulu devenir allemands, hein, et ainsi beaucoup de familles hein, sont parties donc sur la France, hein, ce qu'on appelait la France de l'intérieur, notamment beaucoup dans la région parisienne. D'autres ont émigré aux États-Unis, d'autres ont émigré en Algérie, et ils ont connu également un destin tragique, puisqu'ils sont revenus un siècle plus tard, considérés comme des pieds noirs. Donc la Lorraine est vraiment constituée par une population mélangée. Alors, la région dont on va parler aujourd'hui se situe donc dans l'Europe actuelle, à cheval sur 3 pays, donc la Hongrie, la Roumanie et la Serbie. Hein, et on verra tout à l'heure que ce découpage administratif, il est relativement récent, puisqu'il date, ce découpage donc, de ces pays hein, qui ont été remodelés après la Première Guerre mondiale. Alors, pour comprendre, si vous voulez, moi je ne suis pas un historien, hein, je suis quelqu'un passionné d'histoire. Au-delà de l'histoire en elle-même, je pense qu'il est très important de comprendre les conditions et les raisons pour lesquelles une certaine période de l'immigration de population. Je crois que je vais arrêter avec ça, parce que voilà, je vais parler directement et là c'est... Voilà. Donc je pense qu'on va essayer de comprendre le contexte géopolitique, parce que là on est vraiment dans la géopolitique, les raisons qui ont amené ces populations à migrer dans cette région de l'Europe centrale. Et en fait c'est une émigration qui est liée à l'histoire de la Lorraine elle-même et des rapports que la Lorraine a pu entretenir à la fois avec la France et à la fois avec l'Empire des Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique. Donc on va remonter un petit peu le temps dans un premier temps. Alors, je me suis intéressé à
à cet épisode historique parce que, vous voyez, en 1998, ce brave couple de jeunes Canadiens est arrivé à Marsal et donc ils ne parlaient pas en autre français, hein. Ils sont Canadiens et simplement ils avaient appris par leurs ancêtres de tradition qu'ils étaient d'origine lorraine. Et ils recherchaient, hein, ils essayaient de comprendre comment, hein, sur le plan historique, comment ça s'était passé à l'origine. Voilà des gens qui sont partis, qui sont revenus, ces familles-là, repeupler la Lorraine après la guerre de 30 ans. Un siècle plus tard, ils sont partis au Canada. Et après la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'épisode tragique qu'ils vont connaître, ils vont émigrer dans un premier temps aux USA pour se retrouver à Vancouver. Donc ce jeune couple, je suis en relation avec eux par Internet. Et donc ils habitent Vancouver, c'est un avocat d'affaires. Mais ils ont toujours été attachés à leurs origines, à savoir la Lorraine. Voilà, alors quelques rappels historiques. Après l'empire de Charlemagne, hein, donc, qui est extrêmement vaste, il va y avoir un épisode majeur dans l'histoire de la Lorraine qui est le fameux traité de Verdun. Le traité de Verdun, c'est peut-être la date la plus importante de l'histoire de l'Europe, jusqu'à la constitution de l'Europe, je dirais 11 siècles plus tard. Pourquoi? Parce que les petits-enfants de Charlemagne ne se mettent pas d'accord, et donc ils décident de partager l'Empire en trois. Alors vous avez ce qu'on appelle la Francie occidentale, hein, en vert, et qui va être dirigée par un roi qui s'appelle Charles le Chauve, qui est assez connu parce qu'il y a une magnifique Bible de Charles le Chauve qui est conservée à Metz. La partie centrale, elle est dévolue au deuxième frère qui s'appelle Lothaire, qui va être à l'origine de la Lorraine, et la partie en bleu, elle va être donnée à un troisième frère qui s'appelle Louis Germanique. Et cette partie centrale, évidemment, au cours du siècle, va se réduire pour donner la Lorraine qu'on connaît actuellement. Mais, évidemment, ça va être une source de conflit permanent entre la France et la Germanie. La Germanie qui va être tantôt l'Empire des Habsbourg et tantôt et également donc le Saint-Empire romain germanique. Donc une date vraiment fondamentale dans l'histoire de la Lorraine. Et il va y avoir une entité qui va être créée par les papes, qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui était une espèce de fédération supranationale, hein, qui était censée constituer le rempart de la chrétienté. Donc ce Saint-Empire romain germanique, voilà la date de fondation par les rois germaniques qu'on appelle les Ottoniens. Les Ottoniens, on les connaît parce qu'ils sont à l'origine de nombreuses basiliques, en particulier en Lorraine. Et puis donc, officiellement, le Saint-Empire romain germanique sera dissous par Napoléon Ier en 1806. Alors la Lorraine, au fur et à mesure du temps, va se réduire, hein, puisqu'il va y avoir les royaumes de Bourgogne, etc. Et les duchés de Lorraine vont être indépendants à partir de 1048 avec le premier duc de Lorraine qui s'appelait Gérard d'Alsace. Et vous voyez, il y a trois maisons qui vont se succéder. La maison d'Alsace, la maison d'Anjou et la maison de Vaudémont qui terminera l'histoire de la Lorraine avec la réunification à la France en 1766. Donc une histoire extrêmement riche et qui, sur le plan diplomatique, va entraîner des rapports tout à fait particuliers à la fois avec la France, à la fois avec l'Empire et à la fin avec les Habsbourg. Voilà, premier Gérard d'Alsace. Et donc, la Lorraine va devenir également un duché extrêmement convoité, hein, à la fois par l'Est et par l'Ouest. Et il fut un temps, donc, en particulier au XIVe siècle, vous avez Isabelle de Lorraine, la fille de Charles II, qui va épouser René Ier d'Anjou. René Ier d'Anjou, donc, qui était, comme son nom l'indique, régnait sur l'Anjou, mais il régnait sur la Provence, il régnait sur la Sicile, et il régnait sur Jérusalem, parce qu'il était l'héritier de Godefroy de Bouillon. C'est lui qui va ramener la fameuse croix de Lorraine. Vous voyez, la croix de Lorraine, c'est ça. Hein, c'est la croix de Jérusalem qui revient par Charles d'Anjou, René Ier, qui va devenir René Ier, et donc qui va être le symbole de la Lorraine qui va être reprise par la suite, comme vous le savez,
par le général de Gaulle, etc. Donc, une région extrêmement importante sur le plan diplomatique et géopolitique. La Lorraine, elle a failli disparaître en 1477 parce que vous aviez le grand duché de Bourgogne qui va vouloir avaler la Lorraine. Hein, vous voyez ici, vous voyez ce que représentait la Bourgogne à l'époque, en vert. Hein, donc ici, vous avez tous les Pays-Bas, toute la Belgique, une partie de la Picardie, tout le Luxembourg et toute la Bourgogne. Et vous avez ce tout petit duché de Lorraine qui résiste, un petit peu comme le village gaulois. Hein, et il va résister, et à tel point que le dernier grand-duc de Bourgogne, il va mourir à Nancy. C'est la fameuse bataille de Nancy du 5 janvier 1477. Si vous allez à Nancy, eh bien, vous avez une statue de René II, hein, dans le vieux Nancy, qui relate cet événement. Donc la Lorraine, elle résiste toujours. Elle va même s'agrandir après avec une espèce de mosaïque politique, hein, parce que vous avez ici les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, Metz, Toul et Verdun, qui sont des entités encore intrinsèques, hein, au duché de Lorraine, mais qui ont encore une autonomie politico-religieuse un petit peu particulière. Et là, on en vient donc pratiquement au sujet. La Lorraine a toujours été une terre ultra-catholique. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, Vincent nous a parlé il y a quelques semaines de Fouquet de la Route qui a été tué par les protestants, ou assassiné par les protestants. Les protestants sont venus dévaliser, ils ont fait des razzias sur les abbayes catholiques de la région, notamment Salival, qui a été détruit. Et les Lorrains ont toujours été attachés au catholicisme pendant les guerres de religion. Alors, avec un épisode qui est extrêmement important dans l'histoire de l'Est de la France, c'est le fameux duc Antoine, qui va être le rempart de la chrétienté contre les protestants, après l'arrivée de Luther en 1517. Il va être le rempart vraiment de la chrétienté contre l'invasion protestante. Un siècle plus tard, c'est la guerre de 30 ans. Alors, une guerre politico-religieuse également. Hein. Et là, la Lorraine, eh ben, elle se retrouve prise entre deux feux, hein, puisque c'est en réalité une bataille entre la France et l'Empire. Hein, politico-religieuse. Et ça va être absolument épouvantable. Hein, c'est ce qu'on appelle le temps des malheurs, ici, avec deux grands-ducs de Lorraine, qui s'appellent Henri II et Charles IV, qui vont vivre ces temps entre 1608 et 1675. Hein, on est en plein pendant la guerre de 30 ans. C'est la période de Georges de la Tour. Hein. Vous voyez, on retrouve dans ses peintures hein, la désolation de la région. Donc vous avez les Suédois qui viennent se battre contre les Français, etc. Les Suédois mettent le feu à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Et voilà ce que l'on retrouve dans les gravures de Jacques Callot. Hein. Donc c'est qu'on pend, on tue, on massacre. Vous ajoutez là-dessus donc évidemment les épidémies, les famines, etc., etc. Et les historiens vous disent que, eh bien, à la fin de la guerre de 30 ans en 1648, 80% de la population disparaît. Par exemple, à Blancheville, il reste un habitant. Et vous avez énormément de villages qui sont matérialisés en rouge, vous voyez, mais il y en a d'autres, hein. Ce sont les principaux. Ont disparu. On les retrouve en général dans les cadastres, dans les confins, au niveau des noms, des parcelles, etc. Donc, 70% de la population disparaît. Évidemment, après la guerre de 30 ans, c'est le traité de Münster qui met officiellement fin à la guerre de 30 ans. Et les ducs de Lorraine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encourager l'immigration. Hein. La Lorraine est affaiblie sur le plan politique, parce que l'objectif à partir de la guerre de 30 ans pour les souverains français, c'est le rattachement de la Lorraine à la France. Hein. Et petit à petit, on va commencer à grignoter le territoire de la Lorraine. Donc le duc Charles IV de Lorraine, qui est toujours au pouvoir, il va lancer un grand effort de repeuplement à 1609. Vous voyez ici un petit peu les noms des régions qui ont alimenté le repeuplement de la Lorraine. Vous avez des Tyroliens. Par exemple, vous avez des familles en Lorraine, par exemple,
des canteneurs. Hein, l'origine des canteneurs, c'est des Kentners. Donc le nom c'est francisé, ils sont devenus des canteneurs. Vous avez des Suisses, vous avez un village qui s'appelle le Suisse, au nord de Orange. Vous avez des Picards, des Normands, des Savoyards, des Beaucerons, des Comtois. Alors, pour favoriser l'immigration, le duc de Lorraine va leur dire, écoutez, vous aurez la liberté du culte, bien qu'on contrôle quand même, et surtout des exemptions fiscales qui vont leur être accordées pour remettre en valeur des terrains qui ne sont plus qu'un buisson d'après les historiens, puisque imaginez que les terres n'ont pas été cultivées pendant 30 ans, pratiquement. Alors, vous imaginez ce que pouvait être la Lorraine à l'époque. Alors là, on va passer pratiquement un siècle et demi, si vous voulez, et il va y avoir un phénomène politique extrêmement important, c'est que le roi Stanislas, donc, qui est le roi déchu de Pologne, eh bien, il est réfugié à Zweibrücken, donc à 2 ponts. Et il se trouve que il faut marier Louis XV. Louis XV, il a 15 ans. À ce moment-là, on décide de le marier. Et il y a des plénipotentiaires, des diplomates, qui pensent à la fille de Stanislas, qui s'appelait Marie l'Exaspère. Et il y a notamment un notable du lieu qui s'appelait le chevalier de Beauchou, qui a joué un rôle majeur, justement, pour rapprocher les points de vue et favoriser le mariage de Louis XV avec Marie l'Exaspère. Alors, ils vont se marier par procuration, parce que Louis XV a 15 ans, et il se marie à procuration, c'est un cardinal, qui s'appelle le cardinal de Rohan, qui va célébrer le mariage, mais le roi n'est pas présent. Marie l'Exaspère est présente, donc ça se passe en 1725, et j'ai mentionné la route de la Reine, pourquoi? Parce que selon la tradition, elle est arrivée de Strasbourg pour regagner Paris, pour regagner son mari qu'elle n'avait jamais eu, et elle passe par la fameuse route de la Reine qui passe à Fresnes-en-Saône-Loire et qui rejoint Montmédy, etc., etc. C'est l'origine de la route de la Reine. Alors, Stanislas, évidemment, devient le beau-père du roi, et on va immédiatement lui donner un château à sa dimension, et il va habiter Chambord jusque 1736. Donc, vous voyez, 1725-1736. Il va habiter Chambord. Et en 1736, élément majeur sur le plan politique, c'est que Stanislas, qui était le roi déchu, eh bien, le roi de Pologne décède. Évidemment, Stanislas prétend reprendre le trône de Pologne, d'autant plus qu'il est quand même le gendre du roi de France, mais il y a un coup d'État, et il est obligé de fuir à nouveau, et il rentre à Chambord. Et il est, pour la petite histoire, pour pouvoir échapper à la mort, il a dû se déguiser en paysan pour échapper à ses geôliers. Et à ce moment-là, il va y avoir évidemment des échanges diplomatiques, et comment peut-on trouver une solution pour le beau-père? Et c'est là que le cardinal de Fleury, donc diplomate au service de Louis XV, ils vont avoir une idée géniale. Ils se disent, mais on pourrait peut-être lui donner la Lorraine, à condition de trouver une solution pour le duc de Lorraine en place, qui s'appelle François III. Parce que François III, dernier duc de Lorraine, va épouser Marie-Thérèse d'Autriche, c'est-à-dire la fille de l'empereur. Et elle épouse François de Lorraine, et on va les inciter à quitter le duché pour la Toscane. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais c'est de la diplomatie. Alors évidemment, ce fameux mariage entre la Lorraine et l'Autriche, c'est un casus belli pour la France. On ne peut pas accepter ça. Et la France n'accepte qu'à une condition, c'est que Stanislas vienne en Lorraine et qu'à la mort de Stanislas, la Lorraine soit intégrée au royaume de France. Autrement dit, la Lorraine a été rattachée au royaume de France de manière tout à fait pacifique. Alors, ce fameux François III, il est envoyé en Toscane, il devient grand-duc de Toscane avant de devenir empereur d'Autriche. Et c'est là que va commencer l'histoire des maladies. On va le voir comment.
il récupère la Toscane, donc il va habiter Florence. D'ailleurs, c'est très intéressant de lire chez les historiens comment ils décrivent le déménagement depuis Lunéville par la Meurthe. Hein, si on débarque, on va déménager toute la vaisselle de Lunéville qui va rejoindre Amsterdam, ou je ne sais, par le Rhin. Hein. Et donc par le détroit de Gibraltar, ils vont descendre et accoster donc à Livourne avant de gagner Florence, où ils resteront pas très longtemps. Hein, d'ailleurs. Et voilà le palais dans lequel François II de Toscane, parce qu'il était François III de Lorraine et va devenir François II de Toscane, vont rester quelques années avant de monter sur le trône donc à Vienne et devenir empereur et impératrice d'Autriche. Alors Stanislas, il arrive en Lorraine. En réalité, il a la Lorraine en viager, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui commande. C'est un gouverneur dont on va parler qui s'appelle M. de Galésière, et on le force immédiatement à augmenter les impôts de manière à alimenter le budget de la couronne de France. La misère gagne les campagnes, et puis vous verrez qu'il y a des épisodes climatiques assez dévastateurs également. Et à ce moment-là, d'une manière clandestine, l'émigration commence et s'accentue. Voilà le fameux Chaumont de la Galésière qui avait un grand château derrière Lunéville, donc qui a été gouverneur de la Lorraine, donc de 1737 à 1776. Ça fait quand même beaucoup de temps, et qui était détesté par les Lorrains, d'autant plus que les Lorrains n'avaient pas admis cet échange de duché. Eux, ils étaient très attachés à leur duc de Lorraine, sachant que c'était une dynastie qui avait duré des siècles et des siècles. Et voilà ce qu'on pouvait entendre, vous voyez, ça c'est la signature de Chaumont de la Galésière, et à l'époque il y avait une chanson qui disait « Éveillez-vous gens qui dormez, et préparez vos jarretières pour étrangler la Galésière ». Il était assimilé au collecteur d'argent. Un autre épisode extrêmement important que les historiens ont mentionné, c'est qu'on est dans une période qui est très peu propice à l'agriculture à l'époque parce qu'on arrive dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. On parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui, mais les historiens du climat aujourd'hui sont absolument formels. Pendant cette période du Moyen-Âge, vous aviez eu un climat beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, qui favorisait d'ailleurs à tel point qu'on retrouvait de la culture de la vigne au nord de l'Angleterre, alors qu'aujourd'hui c'est plus possible. Mais après, vous voyez qu'à partir du XVe siècle environ, pour 2 siècles, on était dans le petit âge glaciaire, qui, d'après certains historiens, a favorisé d'ailleurs la Révolution française. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement froid les hivers qu'on ne pouvait pas cultiver de céréales d'hiver, cultiver que des céréales de printemps, donc des orges de mauvaise qualité, des avoines avec lesquelles on faisait du pain de très mauvaise qualité, et qui avaient évidemment un impact sur la santé. Alors là, voilà des historiens qui ont fait, par exemple en 1713, une grande famine à Nancy, 1730, tous les grains gelés, 1749, des gelées tardives, 1772, des récoltes désastreuses. Donc vous voyez que les aléas climatiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc tout ça va favoriser, évidemment, une émigration, d'autant plus que les Lorrains ont la nostalgie de leur souvenir. Et auraient voulu garder un État indépendant par rapport à la France. Et donc la Lorraine, comme vous le savez tous, est intégrée définitivement au Royaume de France en février 1766, à la mort de Stanislas, qui meurt brûlé au château de Lunéville. Alors, la France et les Habsbourg ont toujours été des ennemis héréditaires, comme on l'a dit, dans l'histoire. Et quand on regarde un arbre généalogique simplifié de Charles Quint et de ses héritiers, eh bien, il fut un temps où les Habsbourg contrôlaient non seulement l'Empire d'Autriche, mais ils contrôlaient la Bourgogne, ils ont même contrôlé l'Espagne, à tel point qu'en 1540, l'Empire de Charles Quint, donc à son apogée, eh bien, il contrôle à la fois donc, le centre de l'Europe, le sud de l'Italie, toute la péninsule ibérique,
c'est toutes les découvertes en Amérique, y compris les Philippines de l'autre côté. Alors la devise des Habsbourg, pour ceux qui ont fait du latin, c'est AEIOU, ça veut dire Austriae est imperare orbi universo, ça veut dire l'Empire règne sur le monde entier. Alors, vous imaginez bien que la Lorraine, enfin pas la Lorraine, mais la France, elle n'a qu'une peur, c'est de se faire phagocyter par cet empire. Et donc, ça va être les guerres de Louis XIV, ça va être toute la politique du précaré de Vauban, etc., essayer de pousser vers l'Est. Voilà, alors vous voyez une carte, par exemple, de la maison d'Autriche. On ne prend que la maison d'Autriche en 1600, et puis en 1700, vous voyez qu'elle gonfle, elle grossit. Pourquoi? Parce que ici, vous avez l'Empire ottoman, extrêmement vaste. Hein. Vous voyez, l'islam, et l'Autriche essaye par tous les moyens de contrecarrer l'islam avec évidemment l'accord et la bénédiction des papes, du Vatican, etc. Des États très chrétiens qui ont peur de l'islam. Et les ducs de Lorraine, précisément, eux, ils vont être le bras armé de l'Autriche pour justement repousser l'islam, et en particulier le siège de Vienne qui va être gagné par l'Autriche avec l'aide des ducs de Lorraine en 1683. Ça va être une date extrêmement importante, avec le duc de Lorraine qui s'appelle Charles V, qui est enterré aujourd'hui, son tombeau est au Cordelier. Il est considéré par l'Empire d'Autriche comme le sauveur de la chrétienté, à tel point qu'encore aujourd'hui, à la date anniversaire de sa mort, vous avez l'ambassade d'Autriche qui fait fleurir la tombe de Charles V. Et autre élément emblématique, c'est que vous avez, Eugène de Savoie, un grand capitaine également au service de la chrétienté, également un autre siège gagné par l'Autriche avec encore l'appui des ducs de Lorraine, le siège de Buda, qui va donner la grande ville de Budapest par la suite. Donc vous voyez que les Ottomans, l'islam arrive vraiment aux frontières de l'Europe. Là, la chapelle du Cordelier, où sont inhumés l'ensemble des ducs de Lorraine. Et vous avez donc quelqu'un qui est assez connu en Lorraine, qui s'appelle Otto de Habsbourg, qui est mort il y a quelques années, qui est un descendant direct du dernier duc de Lorraine, François III. Il était au Parlement européen à Strasbourg, 30 Européens convaincus, et pour la petite histoire, il est venu se marier à Nancy en 1951, donc vous voyez les rapports très étroits qui sont restés dans l'histoire entre l'Autriche, leurs descendants, et la Lorraine. Alors, on arrive au Banat. Le Banat, donc avec ces guerres successives, on repousse de toutes ces forces l'islam. Cette région du Banat, elle passe à l'Autriche par le traité de Passarowitz en 1718. Vous voyez, après 164 années d'occupation par les Ottomans. Alors c'est une région qui est rasée complètement. Les Ottomans ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Il n'y a plus d'habitants. Et c'est là que, évidemment, Marie-Thérèse d'Autriche et François III, qui sont devenus entre-temps empereurs et impératrices d'Autriche, vont vouloir avoir une politique de repeuplement de cette région qui est grande, à peu près vaste, comme un territoire comme la Belgique, quand même. C'est quand même pas rien. Et ils vont avoir l'idée assez géniale de faire revenir clandestinement des paysans lorrains. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur des paysans lorrains. Et puis surtout, ce sont des catholiques. Et ces catholiques vont être un rempart contre l'islam. Ils vont remettre en valeur toute cette région. Donc là, on est en 1718. Alors voilà, toute la région qui est concernée, donc qui est à cheval aujourd'hui sur les trois pays, donc la Roumanie, la Hongrie et la Serbie, avec la capitale, qui était à l'époque, qui s'appelait Temesvar, qui est devenue Timișoara aujourd'hui.